Alors, Estelle Durand, Claire Duvivier, Dinis Gallos, bonjour et bonsoir, pardon. Bienvenue dans Variant les Bonsoir tout éditions le en monde. live. Bonsoir, bonsoir à tous les trois et merci d'être avec nous. Vous êtes Estelle et Claire, vous avez cofondé les éditions Asphalt. On aimerait tout d'abord en savoir déjà un petit peu plus sur cette maison d'édition. Comme vous le voyez derrière moi, on fête les 10 ans cette année, si je ne me trompe pas, 2010-2020. C'est tout à fait ça. Comment vous est venue cette idée déjà de créer cette maison toutes les deux, tout simplement, et pourquoi avoir choisi la littérature étrangère au départ, en tout cas, puisqu'on sait que la littérature française est arrivée un petit peu après, en 2014, si je ne me trompe pas. Pourquoi la littérature étrangère et donc pourquoi cette maison d'édition toutes les deux, en binôme? Tu commences, Estelle, ou... Je commence. Vas-y. Il y a 10 ans, à partir d'une passion commune qui est le voyage. Et du coup, le voyage, c'est un ingrédient hyper important de l'esprit asphalte. Et naturellement, à partir de ça, la littérature étrangère s'est évidemment imposée pour faire découvrir aux lecteurs des contrées, des auteurs, des voix, pas forcément très représentés dans le paysage éditorial français. Donc, en fait, la littérature étrangère est au cœur du projet de départ. Et alors justement, sur l'historique de la maison, comment vous êtes-vous rencontrés et comment avoir eu cette idée de créer une maison d'édition déjà tout simplement? On sait qu'on a reçu Claire dans un autre cadre en tant que romancière au Forges de Vulcain avec David Mulmans. Justement, comment vous est venue cette idée de créer cette maison d'édition? En fait, on s'est rencontrés à l'université, à la fac, donc ça remonte à un certain temps, où on étudiait du coup l'édition, tout simplement. Ensuite, on est parti un peu chacune de notre côté, on a eu des expériences professionnelles différentes. Donc Estelle était dans une revue de sciences sociales, moi j'étais plutôt dans l'édition médicale. Mais il y avait toujours cette idée qui faisait son chemin d'avoir un jour notre propre maison où on pourrait vraiment exprimer nos goûts littéraires. On pensait que ça viendrait un peu plus tard, mais finalement, au bout de quelques années, moi, je rentrais d'un voyage en Allemagne. J'avais travaillé dans une maison d'édition à Munich. Estelle avait fait un petit peu le tour de son job et en fait, en se retrouvant, on s'est dit, et si on lançait ça maintenant, en fait, sans attendre plus longtemps. Donc, ça a encore pris une petite année pour mettre tout en place et beaucoup de tableurs Excel et beaucoup de réflexions et beaucoup de prises de tête. Mais finalement, un an plus tard, Asphalt est arrivé. Par rapport à votre ligne éditoriale, même si j'ai du mal pour certaines maisons à qualifier de ligne éditoriale, parce que on sait que tout est une question aussi de coup de cœur par rapport à vos lectures, mais euh, quelle est-elle? Alors, à mon sens, le rythme est une notion fondamentale dans votre catalogue, notamment avec Edir Augusto que j'aime particulièrement. Mais, euh, mais justement, est-ce que véritablement vous mettez déjà des auteurs entre guillemets inconnus en avant? Euh, et surtout, pourquoi cette littérature étrangère, notamment sud-américaine, on peut le dire de temps en temps en tout cas, Mhm. euh, quelle est, quelle est cette ligne éditoriale que vous défendez à Asphalt? Alors, nous, je ne sais pas si c'est par coquetterie ou par sens du détail, mais on parle plutôt d'esprit asphalte, qui nous semble beaucoup moins restrictif et récurrent ou très, très souvent présent. La ville, évidemment. La ville, ses marges, sa périphérie, ses sous-cultures, la littérature sociale, le polar, la musique. Voilà, c'est des ingrédients qui forgent l'esprit de la maison et qui donnent une sorte de communauté d'esprit à tous nos textes finalement. Même si tous les textes ne traitent pas d'une ville en particulier, vous avez comme ça un ensemble une espèce de nuage de mots-clés, on peut dire, qui est commun à tous nos titres. Et effectivement, comme tu l'as dit, le rythme la voix, le flow est quelque chose de très important pour nous dans notre sélection de textes. On vous entend pas si bien que ça, Estelle. Je ne sais pas si vous êtes dans une pièce D'accord. particulière sans Wi-Fi ou avec une connexion un peu faible. Je ne sais pas si Non, vous avez non, moyen de... Non? normalement, Ok, ok. non. Bon, ça doit être... Et Claire, J'espère que c'est pas j'imagine que...
Claire, j'imagine que vous êtes sur la même longueur d'onde qu'Estelle sur cet esprit Ah non, pas du asphalte. tout. Si, au contraire, bah, de toute façon, tout cet esprit asphalte, ça s'est fait vraiment à l'intersection de nos goûts, en fait, Estelle à moi. C'est vraiment nos goûts en commun, c'est la littérature telle qu'on l'aime. On parlait de flow tout à l'heure et de rythme. Nous, c'est vraiment les voix narratives fortes qui nous attirent vraiment et celle qui fait que le personnage ou la voix de l'auteur s'incarne réellement. Dans le cas d'Hakim, c'est particulièrement fort, mais effectivement, c'est un des ingrédients les plus fréquents dans les romans asphalte. Léa? Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Estelle, Claire et Denise. Je suis ravie d'être là ce soir. Alors, j'avais une première question, mais vous avez en partie répondu. Je voulais savoir pourquoi le nom de cette maison, mais du coup, en parlant effectivement de la ville, je comprends un petit peu mieux. Et ma deuxième question, j'aurais aimé que vous puissiez nous présenter votre collection noire, qui pour le coup présente vraiment des villes. Si j'ai bien compris, ce sont des recueils de nouvelles. Donc, je voulais bien une petite présentation et essayer de comprendre comment vous les avez construits, comment vous les avez édités, puisque chaque recueil est présenté par des personnes différentes. Donc, voilà, je voulais savoir un petit peu comment avait eu lieu le travail sur cette collection-là. En fait, la collection noire, c'est effectivement une collection qui est présente depuis le début de la maison, parce qu'on a commencé par Paris Noir en 2010. Il se trouve qu'en fait, cette collection, on était tombé dessus en cherchant des auteurs à publier. Estelle était tombée sur le recueil Londres Noir, London Noir, qui existait en anglais, qui était présenté par Cathy Ainsworth, donc une autrice qu'on aimait bien. Et en fait, en remontant un peu la maison d'édition qui avait fait ce recueil, on est tombé sur Akashic Books, qui est une maison d'édition états-unienne, qui est une petite maison indépendante à Brooklyn. C'est eux qui ont lancé en fait ce concept de recueil de nouvelles noires, où à chaque fois, ils vont sélectionner un anthologiste qui, lui, va s'entourer d'auteurs du cru. Ils ont commencé par Brooklyn parce qu'ils sont de Brooklyn. Après, ils ont fait les autres quartiers de New York. Ensuite, ils ont fait d'autres villes aux États-Unis. Ils ont fait Los Angeles Noir et d'autres. Et en fait, après, ils ont commencé à faire des villes à l'international. Et c'est la particularité de ce Paris Noir, c'est qu'il a existé en anglais avant d'exister en français. Nous, on a récupéré les textes français auprès des auteurs et on les a retravaillés avec eux. Mais on s'amusait tellement avec cette collection, elle était devenue tellement emblématique de la maison qu'au bout d'un moment, on a eu envie de faire les nôtres. Et donc, du coup, c'est comme ça que Marseille Noir est né, en fait. On a commencé par Marseille Noir. On a fait appel à Cédric Fabre, qui est auteur, qui est marseillais, qui connaît très bien la scène littéraire marseillaise. C'est lui qui a sélectionné les auteurs et qui a structuré tout le recueil, qui lui a donné vraiment sa personnalité. On a fait de même avec Bruxelles Noir, grâce à Michel Dufrane. Buenos Aires Noir aussi, parce qu'on avait des contacts là-bas avec des auteurs sud-américains, vu qu'on en fait beaucoup, des Argentins. Et aussi, le dernier de la collection, c'est Banlieue parisienne noire. Donc pareil, c'était un inédit en français. Et ce qui est amusant, c'est que ces textes, ces recueils qu'on a fait en français, sont parus aux États-Unis, traduits en anglais. Donc vraiment, on a un travail main dans la main avec l'autre maison d'édition. Voilà. Donc, du coup, vous avez, vous, traduit des recueils anglophones pour les mettre dans votre maison et vos recueils propres de la maison ont été, à l'inverse, traduits après. Exactement. Génial. Exactement, ouais. Non, j'adore. Merci. C'est ça. On n'a pas parlé de l'organigramme asphalte, mais j'imagine qu'il est plutôt simple. Vous seul travaillez. C'est un grand mot. Voilà, un organigramme bicéphale, dirons-nous. Mais par rapport à votre travail respectif, comment vous répartissez-vous les tâches? Est-ce qu'il y en a une qui est plutôt sur la fabrication? Si j'ai bien compris, je crois que c'est Claire. Et Oui. sur la presse et l'édito, Estelle? Presse et relations libraires, ouais. L'édito, c'est quelque chose qu'on fait toutes les deux. On est éditrices toutes les deux. Et on se partage les livres. D'accord. Annie Rose? Chez Asphalt, c'est vos rabats et notamment la playlist qui apparaît sur le rabat. D'où vient cette idée que moi vraiment je trouve super et qui apporte toujours un plus au texte présenté. Oui, ça, effectivement, on le fait depuis le début de la maison, en fait. C'est vrai que comme la musique, c'est un des ingrédients asphalte, on avait envie d'offrir un petit plus au lecteur, un peu comme un bonus DVD ou quelque chose comme ça, en demandant à chaque fois à l'auteur de fournir une playlist, en fait, de morceaux qui, pour lui, vont bien avec le roman ou qu'il a écouté en écrivant ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment un petit plus, un bonus qu'offre l'auteur.
Quand l'auteur ne peut pas, c'est le traducteur. Nous, ça nous a permis de découvrir plein de musiques et plein de groupes, donc c'est vraiment quelque chose qu'on aime bien faire. Et je crois que les auteurs s'éclatent bien aussi avec. Celle de Hakim est assez folle. Alors, je rebondis là-dessus. Est-ce que, imaginons qu'un auteur n'aime pas la musique, comment faites-vous? Ça peut arriver, ou j'imagine que vous les sélectionnez J'imagine aussi que en ça fonction de arrive. ça. Après, je Ça trouve arrive. ça. Enfin, ouais, vu qu'en général, on a des romans qui sont très sur le rythme, sur les sonorités, sur des voix narratives fortes, c'est quand même assez rare de tomber sur quelqu'un qui n'aime pas la musique. J'avoue, c'est encore jamais arrivé. Je serais assez désarmée si ça devait arriver. J'imposerais ma propre playlist. Non, j'en sais rien en fait. En fait, c'est souvent l'inverse qui arrive, c'est que, enfin souvent, on a des fidèles qui choisissent les livres par rapport à la playlist. Et ça, c'est la cerise sur le gâteau. Sandra? Oui, bonsoir Claire et Estelle. Et Denise, pardon. J'allais vous oublier. Je voulais savoir si toutes les deux, parfois, il vous arrive, puisque vous faites un travail très, très conjoint, est-ce qu'il vous arrive parfois de ne pas être d'accord l'une avec l'autre sur un roman à éditer? Et dans ce cas-là, comment ça se passe entre vous? Comment ça se décide? À pile ou face? C'est super simple, c'est que si on n'est pas d'accord, on ne le fait pas. Il faut vraiment qu'il y ait un coup de cœur des C'est-à-dire deux que parties si de la maison. l'une n'est pas d'accord, c'est que la moitié de la maison n'est pas d'accord. Donc, Ok, c'est clair et efficace. C'est réponse concise, parfaite. Il faut qu'on soit autant motivés l'une que l'autre parce qu'on va s'impliquer pleinement pour le livre, que ce soit en amont pour l'édito, pour la fabrication et en aval pour la promotion. Si on a une des deux qui n'est pas complètement convaincue, on ne va pas bien bosser sur le titre. Donc autant pas le faire et vraiment se consacrer à 100% sur le titre d'après, quoi. Jean-Marc? Oui, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Une question pour Claire, en fait. Alors, vous n'êtes pas la première et vous ne serez pas la dernière à être et auteur et éditrice, mais ça a forcément pris un tournant certainement plus complexe ces derniers temps parce que Un long voyage, quand même, on peut dire, est un livre qui fonctionne bien. En tout cas, c'est l'impression qu'on en a vu de l'extérieur. Est-ce que ça a changé justement votre implication sur la maison d'édition? Est-ce que je ne veux pas rentrer dans la question bateau, est-ce qu'on peut être auteur et éditeur, parce qu'on sait que c'est possible, mais ce qui m'intéresse, c'est d'avoir justement la façon dont vous vivez les choses. Et est-ce que vous allez demain faire évoluer votre organisation ou peut-être publier quelque chose chez Asphalt? Publier chez Asphalt, non. En fait, du coup, moi, je vois vraiment ça comme deux casquettes, la casquette éditrice et la casquette autrice. Je peux passer de l'une à l'autre selon les rencontres que j'ai, selon les rendez-vous que j'ai. Mais par contre, je ne vais pas renoncer à l'une pour l'autre. Je pense que les deux ont suffisamment d'importance dans ma vie, je n'y renoncerai pas. Mais là, pour l'instant, effectivement, ça fait quelques mois que du coup, je jongle un peu avec ça. Pour l'instant, j'y arrive. J'ai pas trop de problèmes avec certains interlocuteurs comme les libraires d'être assez clair sur je vous parle en tant qu'éditrice ou je vous parle en tant qu'autrice. Mais voilà, je suis pas encore débordée par, par cette autre carrière, ça va. Surtout aussi que, disons qu'en tant qu'autrice, j'écris un genre qui est complètement différent, la fantasy, et chez Asphalt, c'est pas du tout le même type d'ouvrage en fait. Donc du coup, il n'y a pas ce problème de ce livre aurait pu paraître chez Asphalt. C'est pas le cas. Donc du coup, c'est moins gênant aussi. On se situe dans des champs différents, je dirais. Et si ça avait été publié chez Asphalt, quelle playlist aurais-tu choisi? Interviewé par l'auteur. J'y ai beaucoup réfléchi. J'ai une petite playlist idéale dans ma tête. Mais c'est un peu difficile pour de la fantasy de trouver un peu de la musique qui puisse un peu aller avec l'ambiance. la compose. Voilà, faudrait la composer. Tout à l'heure, on a parlé des 10 ans d'existence. Comment a évolué la maison? Est-ce que 10 ans, en termes d'édition, c'est quasiment un exploit d'avoir tenu aussi longtemps déjà? Un exploit, peut-être pas, mais c'est vrai qu'on est très content d'avoir passé ce cap et que quand on a commencé... Vous m'entendez ou...
Ouais, moyennement. Ouais, ça coupe. moyennement. Ouais, ça hache énormément. Essayez de vous reconnecter, Estelle, peut-être. Oui, De je quitter quitte et je reviens. Ouais, c'est Je ça. vais, C'est je vais ça. répondre pendant ce temps-là, en fait. C'est vrai que 10 ans pour une maison, c'est à la fois très peu et énorme. Parce qu'il y a quand même beaucoup de maisons qui disparaissent dans leurs jeunes années, on va dire, parce que c'est pas facile de faire vivre une maison sur le long terme. Mais après, on a aussi de très belles histoires de maisons qui fêtent leurs 40, leurs 50 ans, qui sont des maisons importantes, reconnues. Donc, on a quand même l'impression d'être au début du chemin, même si c'est quand même passé beaucoup de choses, qu'on a publié une centaine de livres. Moi, j'ai quand même l'impression qu'on est au tout début de l'histoire et que c'est une belle histoire. Il y a encore beaucoup d'années devant elle, j'espère. On l'espère aussi. Déjà, oui, sans titre, ce qui donc à peu près, on est donc à 10 titres par an. Est-ce que vous Ouais. fixez une sorte de limite? Est-ce que c'est justement ça, 10 titres par an maximum? On est un peu en dessous maintenant. On en a fait un petit peu plus au début, c'est pour ça qu'on est arrivé à une centaine. L'idée, c'était un peu de se constituer un catalogue pour avoir une masse critique. Maintenant, effectivement, on est sur un rythme de parution qui est plus réduit. On est plus autour de 8 titres par an. Pour l'instant, à 2, ça nous convient. C'est un bon rythme. Ça nous permet de bien travailler chaque livre. Il faut savoir que le temps de promotion du livre est de plus en plus long. Et il ne serait pas humainement possible de faire beaucoup plus. Et on préfère les porter davantage chacun plutôt que d'enchaîner les parutions, juste pour enchaîner les parutions. Ok. Vous m'entendez? Ouais. Non, c'est un peu pareil, mais ça va, c'est correct. Isabelle? Désolée. Bonsoir à tous les trois. Merci pour cette rencontre. Et bonsoir à tous. Moi, j'avais une question qui concerne vos couvertures qui sont vraiment originales et que moi j'aime beaucoup. Voilà, je voulais savoir qui est votre graphiste, maquettiste qui s'en occupe chez vous et comment ça se trouve, en fait. Voilà, c'est moi. Merci beaucoup, c'est très gentil. Bon, voilà. Vous avez la réponse. Voilà, au tout début d'Asphalt, on avait fait appel à un graphiste externe pour nous créer un modèle qu'on allait pouvoir décliner. Après, au bout de 2 ans, c'est un modèle qu'on aimait bien, mais on s'en est un peu lassé, on avait fait le tour. Et on a cherché en fait une maquette qui soit plus versatile, qu'on puisse décliner plus longtemps sans se fatiguer, on va dire. Et du coup, on a fait une nouvelle création sur laquelle on est depuis. De temps en temps, ça nous arrive de sortir de ce schéma, de cette maquette pour faire d'autres visuels, type pour Hakim par exemple. On n'a pas le bandeau qu'on a comme souvent pour la plupart de nos titres. Parfois, voilà, il y a certains titres, on a un peu envie de s'amuser et de proposer autre chose graphiquement. Et les rééditions aussi, où pour le coup, pareil, on a lancé une nouvelle maquette, un nouveau design. Voilà, l'idée, c'est de ne pas s'ennuyer et de ne pas avoir l'impression de trop se répéter, sinon, il faut passer à autre chose, quoi. On ne s'enferme pas nous-mêmes, en fait. Voilà. Mais je trouve qu'il y a malgré tout, il y a une identité, même malgré les différences de visuel. Et voilà, ça frappe, c'est bien. Voilà, moi, j'aime bien. Il y a une ambiance, il y a une atmosphère, oui. Ouais, clairement. Parce que ça nous prend beaucoup de temps de sélectionner la photo adéquate à chaque fois. Jean-Marc? Oui, je voulais revenir sur la collection noire. Pourquoi vous cantonnez finalement à des nouvelles? Moi, ça ne me dérange pas, mais on sait qu'en France, c'est quand même un genre, c'est pas le genre le plus accessible. On est dans un pays où les lectrices et les lecteurs ont souvent du mal avec le genre des nouvelles, contrairement à d'autres pays. Est-ce que c'est donc un choix? Est-ce que vous pourriez varier et éditer d'autres choses demain? Est-ce que vous avez des auteurs de nouvelles qui vous ont déjà sollicité pour éditer des romans noirs complets? Tu laisses répondre, Estelle ou... Oui, si vous m'entendez, en fait, dans la collection fiction, nos romans et nos romans policiers sont mélangés. Vous avez des romans noirs dans la collection fiction d'Asphalt. C'est une volonté de notre part de ne pas cloisonner les romans noirs et la littérature blanche, entre guillemets. Du coup, la collection Asphalt Noir ne comprend que des recueils de nouvelles. Mais on a quand même du noir par ailleurs.
Très clair. Et puis l'idée aussi de la collection Asphalte Noir, c'était aussi de trouver un angle d'approche pour réussir à vendre de la nouvelle en France. C'était un pari, effectivement, comme vous dites, c'est un genre qui est assez difficile à défendre en librairie. Nous, l'idée, c'était d'avoir un angle d'approche qui n'était pas la nouvelle en soi ou les auteurs en soi, mais la ville. Tout est autour de la ville. Quand on achète Paris Noir, on achète un recueil sur Paris avec des auteurs de Paris. Certains sont connus, certains ne le sont pas encore ou le seront demain. Mais l'idée, c'était vraiment d'axer le recueil sur la découverte de la ville. Du coup, c'est un bon angle. Enfin, en tout cas, ça a bien marché, surtout pour les titres français. Paris, Marseille, c'est vraiment les meilleures ventes. Bruxelles, c'est très bien comporté aussi. Parce qu'effectivement, il y a cet intérêt en fait pour découvrir des auteurs locaux qui vont parler de notre quartier, du quartier qu'on connaît. Il y a eu pas mal d'engouement pour certains titres comme ça. Sandra? Oui, justement, par rapport à ce thème-là de la ville, je me posais la question de savoir si un jour vous n'aviez pas peur de finalement trouver une forme de lassitude dans ce thème et une envie, là, au bout de 10 ans, peut-être plus, attendre un peu plus, d'ouvrir un peu plus le champ thématique de votre maison d'édition et de vos choix éditoriaux. Bah, on s'interdit pas grand-chose non plus, en fait, parce Ouais. qu'effectivement, enfin, tous nos romans ne se passent pas dans des villes non plus. On a Shangri-La, qui est un des classiques de la maison, qui se passe... Vous prenez... Oui, Estelle? Si vous prenez Shangri-La, par exemple, qui est un roman sur la contre-culture surf en Australie, on ne peut pas dire que ce soit vraiment un roman urbain, ni qu'il soit centré sur une ville en particulier. La ville, c'est un des ingrédients de l'esprit, mais on ne s'enferme pas dans la ville, même si c'est vrai qu'il est assez récurrent, mais c'est plus un marqueur qu'une barrière, en fait. Et puis parfois, c'est plus les espaces que la ville, finalement, j'ai l'impression, l'ingrédient. Parce que quand on prend un roman comme Je suis l'hiver, qu'on a publié en janvier, on est dans une ville, ou plutôt dans un village à moitié abandonné, à moitié déserté, au fin fond de la pampa argentine. Et effectivement, ce lieu a une âme. Et cette âme, on l'explore au cours du roman. Mais effectivement, ce n'est pas urbain dans le sens grand espace urbain ou mégapole ou des choses comme ça, quoi. C'est plus esprit des lieux, finalement. Béa? Alors moi, j'avais une question qui ne concerne pas vos collections, mais qui concerne l'organisation de votre maison. On a la chance d'être là ce soir à cause du Covid. Je voulais savoir un petit peu comment ça s'est passé pour vous cette année 2020. Comment, voilà, alors financièrement, je ne veux pas de chiffres, hein, ce n'est pas la question, mais comment vous l'avez vécu, comment vous êtes mise à travailler pendant le confinement, etc. Comment vous êtes sortie du confinement. Voilà un petit peu votre année, les derniers mois là, qui viennent de se dérouler. Bien, ça s'est passé beaucoup forcément en télétravail, beaucoup par visio, Skype, etc. Beaucoup de groupes de discussion entre éditeurs se sont créés sur les réseaux sociaux, ce qui nous a permis parfois d'unir nos forces. Je parle des éditeurs indépendants qui se sont unis pour, par exemple, promouvoir les livres de mars, qui forcément tombaient un peu dans l'oubli à cause de la fermeture des librairies. Du coup, on a uni nos forces pour lancer une initiative et sensibiliser les libraires. Enfin voilà, de ce confinement sont nées beaucoup d'initiatives en fait atypiques, qui n'existaient pas avant, inédites. Donc, ça a été l'une des bonnes de cette période. Disons aussi pour les petites maisons, ça a été l'occasion aussi de montrer qu'on était assez agile en fait et qu'on pouvait facilement retomber sur nos pattes en modifiant rapidement notre programme, en essayant de trouver d'autres angles d'approche. Donc oui, comme beaucoup de maisons, on a modifié notre programme, on a décalé beaucoup de titres, dont Hakim, qui à la base devait paraître au mois de mai. Voilà, il a fallu réagir en fait en conséquence et surtout réorganiser le dialogue, le discours qu'on allait avoir autour de notre programme en fonction. C'est-à-dire qu'on n'allait pas présenter de la même façon tel ou tel titre du fait qu'il ait été décalé ou qu'il ait été maintenu. Voilà, ça nous a poussé à une réflexion finalement sur comment présenter certains titres, comment les défendre dans cette circonstance un peu exceptionnelle. Et comme dit Estelle aussi, il y a des groupes de dialogue entre éditeurs sur les réseaux sociaux qui nous ont poussés à réfléchir pas mal sur nos pratiques. Et ça, effectivement, ça a été plutôt salvateur, je pense.
J'avais une question, Claire et Estelle, notamment sur votre politique en termes de livres numériques. J'ai vu que vous étiez plutôt actif de ce côté-là, sans DRM et à prix réduit, et notamment par rapport aux livres audio, parce qu'on sait que tous vos textes ont quand même une certaine voix, une certaine musicalité, et notamment celui de Diniz avec Hakim, où évidemment on imagine bien un livre audio, ou en tout cas une lecture à voix haute. Est-ce que c'est dans vos envies? Est-ce que de développer ce côté-là un petit peu plus parlé, ou pas du tout, ou au contraire Alors, c'est dans nos envies. Effectivement, il y a des initiatives qui sont en cours. Je rencontre pas mal de gens là-dedans. Je trouve ça assez intéressant parce qu'il se passe dans l'audio ce qui s'est passé dans le numérique il y a quelques années. C'est-à-dire qu'au début, le numérique, la littérature numérique, c'était vraiment les livres de genre, c'était beaucoup du polar très mainstream, de la romance, de la fantasy, des choses comme ça. Et peu à peu, ça a pris du temps, ça s'est ouvert à un autre lectorat. Et la littérature blanche, on va dire, a trouvé sa place et il y a un lectorat en numérique de littérature blanche. Là, maintenant, l'audio, on en est au début du support. Les gros producteurs de livres audio, ce qu'ils recherchent, c'est du mainstream. C'est du thriller, c'est de la romance, aussi exactement comme le numérique à ses débuts. C'est pas tout à fait ce qu'on fait comme livre, mais je ne doute pas qu'au bout d'un moment, la lecture audio va aussi se démocratiser, se répandre, et qu'effectivement, il y aura une recherche d'autres titres. Il y a aussi un autre phénomène qui est en cours, c'est que j'ai l'impression qu'on assiste un peu à un renouveau de tout ce qui est forme poétique contemporaine, avec beaucoup de collections qui s'ouvrent, avec beaucoup de performeurs, le retour du spoken word, des choses comme ça. Et je pense que ces deux choses vont pouvoir se croiser. Et là, pour le coup, il y aurait un public pour des titres comme Hakim ou comme Jusqu'à la bête, par exemple, qu'on a publié aussi de Timothée Demeillet, qui sont des textes qui sont faits pour être scandés d'une certaine manière. Donc, je pense qu'effectivement, il y aura vraiment quelque chose à faire sur ce terrain-là, mais on est encore au tout début du développement de ces formes. Et notamment On est à l'affût. par On est à rapport au l'affût. slam. Par rapport au slam, j'ai l'impression que le Par texte exemple, de ouais. Diniz peut être très bien adapté en Tout à slam. fait. Voilà. On sait on a reçu il y a très peu de temps la dernière collection Iconopop de l'Iconoclaste Oui, je qui pensais à eux justement, notamment. qui ont fait ça également sur des textes courts et incisifs. J'ai l'impression que le texte de Diniz peut véritablement s'adapter à ce type de spectacle ou de. Enfin, j'ai l'impression que c'est quelque Oh, chose mais à peut-être. vous allez voir quand il va le lire tout à l'heure, c'est Tant mieux, tant mieux. Alors justement, on va peut-être faire le pont avec Diniz maintenant. Diniz, vous êtes quand même traducteur de Welsh, notamment de John King et d'Edir à Augusto, que j'aime par-dessus tout, je l'ai déjà dit, mais je le redis quand même une deuxième fois. Et vous êtes évidemment auteur, c'est votre deuxième roman. Comment en êtes-vous arrivé là? Et justement, j'avais notamment une question sur le fait que vous soyez traducteur, mais que vous avez écrit un livre qui est peut-être intraductible. C'est rien comparé à Welsh. C'est rien comparé à Welsh. Et même comparé à Edir Augusto, c'est amplement traduisible dans toutes les langues à la surface de la planète. Comment est-ce que j'en suis venu là? Définissez là. Avec cette double casquette, vous voulez dire ou... Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Je crois que, alors, quand j'étais tout petit, avant de savoir écrire mon prénom, je crois qu'un de mes deux parents, si ce n'est les deux, ont eu le malheur de me dire que ça pouvait être un boulot d'écrire. Et c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et voilà, pour l'écriture, c'est réglé. Ça date de là, donc 5-6 ans, avant l'entrée en primaire. Et pour la traduction, je me suis dit, tant qu'à faire, autant que tu connaisses un petit peu le milieu dans lequel tu te proposes d'évoluer, après des études de lettres. Et puis j'ai fait un peu comme au poker. J'ai fait à peu près tous les boulots en maison d'édition, à part tout ce qui est comme attaché de presse, parce que j'ai jamais eu le moins de talent là-dedans. Et voilà. Et puis j'ai pris des cartes, j'en ai donné, j'en ai repris. Et puis au bout d'un moment, j'ai eu une proposition pour faire un test sur une traduction. Ça a plutôt bien marché et je me suis dit, c'est idéal. Tu as une deadline, tu as toute l'attitude pour gérer ton temps comme tu l'entends. Et le but, c'était de faire 6 mois de traduction et 6 mois d'écriture. Dans les faits,
c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et donc voilà, donc il y a eu l'écriture d'abord et puis la traduction après. Et dans la traduction, il y a eu d'abord la traduction de l'anglais vers le français. Et grâce à Claire et à Estelle, il y a eu le passage au portugais qui est une de mes deux langues natales avec le français. Mais bon, j'avais mes petits complexes de fils d'immigrés. Il a fallu un certain temps pour me dire bah oui. Et surtout, il a fallu 2 éditrices et le texte d'Eddie Robusto pour me dire c'est pas possible en fait. Il faut absolument que ce soit moi qui traduise ce truc. Jean-Marc? Bonsoir Denise, je voulais attaquer justement sur Hakim que j'ai lu. Et on parlait tout à l'heure de la playlist. Je voulais qu'on en parle de cette playlist parce que c'est un peu comme les inconnus. On a l'impression que vous pratiquez l'éclectisme, sport de haut niveau. Donc, moi, elle m'a tout de suite emballé quand j'ai vu Nightcrawler. J'ai dit chouette. Alors, ça commence très très bien. Et puis après, on passe de Van Halen à Snoop Dogg. Donc, voilà. Décodez-nous un peu toute cette playlist. Et je parle même pas de Michael Field parce que sinon, on va se fâcher. Et ça se passe dans le bout de l'huile. Comment ça, on va se fâcher? Alors, je vous préviens tout de suite, je ne suis pas de ces hipsters qui passent leur temps à vomir sur Michael Field. J'ai passé entre 13 et 16 ans, je me suis tapé tout Tolkien et tout Frank Herbert avec ce monsieur-là dans les oreilles, parce qu'à l'époque, on n'avait pas toutes ces bandes originales grandiloquentes de films avec des cuivres et des cordes, etc. Donc, il fallait bien s'arranger avec ce qu'on avait. Et je continue à écouter avec plaisir Michael Field. Et il n'y a pas le moindre début de 2e ou 3e ou 4e degré sur Michael Field. J'adore la musique qu'il fait. Voilà. Pour le reste, en gros, à part Schubert, et je regarde la playlist que j'ai sous les yeux, là, à part Schubert et Rath, que je ne connaissais pas du tout, tout le reste, c'est des trucs que j'adore personnellement et qui cadraient très bien avec le roman, voire qui sont cités de diverses façons dans le roman. Et pour ACDC, alors ça, c'était en faisant des repérages, parce que j'ai fait beaucoup de repérages pour tous les lieux que traverse Hakim dans le roman sont des lieux que je connaissais déjà, mais dans le cadre de l'écriture du roman, j'ai dû me livrer à 3 repérages à refaire de Roissy jusqu'à Boulay-les-Trous, exactement le même trajet qu'il fait. Et complètement par hasard, je crois que c'était le 2e repérage, en sortant de Gare du Nord, je suis passé devant un bar que je ne connaissais pas du tout, qui était en train d'ouvrir, ou je ne sais pas trop ce qu'il faisait, en tout cas il n'y avait pas de clients, mais la porte était ouverte, et il y a eu ce bout d'ACDC, et je me suis dit il faut l'inclure parce que ça me plaisait. Bah, c'est bien vu. Sandra? Oui, Dinis, merci de répondre à nos questions d'abord. Merci à vous. Voilà. Je suis en cours de lecture de votre roman. C'est la première fois que je vous lis. Et je découvre cette langue-là, voilà, si particulière, à laquelle il faut quand même se faire au départ. Ma question, elle va être simple et assez large. Comment avez-vous travaillé en fait sur cette langue? Parce que c'est quand même assez extraordinaire, toutes ces contractions finalement. Et puis j'ai remarqué aussi cette manière de traduire en fait par un langage phonétique des marques, des noms de marques comme Apple, des choses comme ça. Voilà, est-ce qu'il y a une intention derrière cette forme de traduction phonétique? Je ne sais pas, de démystifier, de désacraliser, enfin je ne sais pas, je me suis posé la question en fait aussi à travers ces mots-là, s'il n'y avait pas une intention vraiment, voilà, enfin ma question est un petit peu large sur la langue. Merci. Merci à vous. Il y a plusieurs choses en fait. Il y a très longtemps, j'avais fait des recherches justement sur... Pardon. J'avais fait des essais pour essayer de rendre l'oralité de la langue française, parce que c'est vrai que la langue française écrite est très, très, très éloignée de la langue française orale, et ça
ouais, ça me chatouillait de ce côté-là. J'avais fait certains essais avec ce type de retranscription en me disant il faudrait pas que ce soit gratuit l'usage de ce genre de raccourci écrit. Il faudrait que ça cadre vraiment avec une histoire. Donc, garde ça dans un petit tiroir et le jour où tu as une histoire qui se prête vraiment à ça, ce type d'expression, bah, tu sauras comment t'y prendre. Et ce qui est un peu malhonnête dans le sens, parce que le fait de l'avoir fait me poussait déjà à être sur ma ligne du il faut absolument que je trouve une histoire pour ce truc, pour ce truc. En fait, elle m'est tombée dans les pattes. Alors déjà, il y a ça, il y a ce souci de donner une voix au personnage. Et c'est vraiment, je crois que c'est un des cœurs, si ce n'est le cœur de Hakim, c'est donner la voix à curieusement, plus une personne qu'un personnage, alors que d'habitude, je suis très bon. Les personnages, c'est des petits pions qu'on manipule comme on veut en fonction de l'histoire. Là, il y a une vraie voix, et c'est une voix voilà, de quelqu'un de normal qui ne cadre pas nécessairement avec des gros préjugés, je ne vais pas dire sociologiques, mais de sociologie de bistrot, on va dire. Ce qu'on est tous, en fait. Et j'avais envie de l'ancrer dans une langue, donc la langue d'un Parigou de son âge. Et effectivement, comme vous le dites, il y a aussi... mais derrière, c'est quand même pas l'essentiel, mais c'est vrai qu'il y a un petit plaisir à désacraliser un petit peu la langue française. Et petit plaisir qui est peut-être sensible justement entre le jeu, dans le jeu, entre les personnages qui s'expriment de façon très orale et le narrateur qui est très propre, très lisse, dans un français extrêmement correct, sans la moindre élision de E, ni rien du tout, voire parfois, qui est même très littéraire, on va dire, entre guillemets, ou être très châtié, voire à la limite, on va utiliser les gros mots, poétiques. Donc ouais, c'était pas le but, mais il y a eu un certain plaisir à bousculer un petit peu ça et voir comment ça pouvait tenir en français. En fait, j'avais déjà toutes ces idées. J'avais même l'idée d'Hakim, j'avais son plan, etc. Mais malheureusement, comme ça m'arrive trop souvent, pas le temps de m'y pencher encore. Et j'ai eu le loisir de traduire Sky Boys d'Irvine Welsh, qui lui, de son côté, dans le domaine écossais, alors c'est pas forcément par des éditions, c'est plus des modifications de phonèmes selon l'accent écossais. Et en fait, j'avais été confronté à ce choix un peu cornélien du est-ce que j'opte pour une traduction un peu bateau avec deux, trois petits mots d'argot par-ci, deux, trois petits mots popus par-là, ou alors est-ce que je fais vraiment honneur à ce roman Sky Boys d'Irvine Welsh, qui pour moi est vraiment du niveau de Crime et Châtiment de Dostoïevski. Pas grand-chose à voir, quoi qu'il y ait des thématiques communes. Et donc, pour faire vraiment honneur à ce que je considère comme un chef-d'œuvre, je me suis dit, bah, écoute, le premier coup, cette technique que tu as trouvée, tu as cru trouver, parce que Queneau aussi, sporadiquement, j'ai lu ça bien plus tard, avait recours à ce genre de procédé. Et bah, cette petite technique que tu as trouvée, plutôt que de l'utiliser en premier pour toi, pour ton roman, ou pour le roman que tu vas écrire, l'utiliser pour un autre. Et je me suis dit, il faut faire honneur, c'est pas à Monsieur Irvine Welsh, c'est à Sky Boys. Et voilà, j'ai eu le loisir, dans un domaine écossais, de tester une première fois. Et les réactions des lecteurs et lectrices étaient assez rigolotes de ce point de vue-là. Donc ça m'a pas encouragé, mais en tout cas, ça m'a permis de me dire, les lecteurs et les lectrices, contrairement à ce qu'on pourrait penser, sont pas réticents face à... Évidemment qu'il y a une phase d'adaptation, plus ou moins longue selon les individus, mais c'est pas rédhibitoire non plus. Donc tant mieux, allons-y. C'est vrai que c'est pas insurmontable. Il y a un petit temps d'adaptation, c'est évident, mais alors justement sur ces contractions, pourquoi ne pas avoir inséré l'apostrophe, comme c'est en principe le cas la plupart du temps? Ça, c'est mon jusqu'au boutisme idiot qui me pousse à faire ça, et ça me paraissait mais curieusement, en fait, ça me paraissait plus fluide
à la lecture. Et puis, ça me paraissait aussi plus honnête vis-à-vis de la démarche. Plutôt que de mettre des apostrophes un peu partout qui pourraient signifier aux lecteurs et aux lectrices le coup du mot. Alors, vous voyez, j'ai enlevé un E muet que personne ne prononce, à part 2-3 vieux Marseillais au fin fond de la Canebière. Vraiment y aller franchement, en fait. Et pour avoir fait des tests, je ne pensais pas que ce soit insurmontable. Et puis comme je vous l'ai dit, Sky Boys l'a prouvé. On a eu des retours lecteurs. Il y a même des lecteurs et des lectrices qui ne s'étaient même pas rendus compte, en fait, de cette élision. Donc, je me suis dit, voilà. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que dans la première bouture que j'avais rendue au Diable Vert pour Sky Boys, justement, j'y étais allé avec un peu plus de précaution en mettant des apostrophes partout. Et c'est Marion Mazuric, la patronne du Diable, qui m'avait dit non, c'est pas possible, c'est pas possible. Et je lui avais dit, mais alors Marion, tu penses que en agglutinant les mots, etc., je sais pas, fais-moi un test. On a fait un test et ça roulait. Et j'ai appris plus tard que toutes les personnes atteintes de dyslexie ont beaucoup de mal avec avec la ponctuation, en fait. Ça sert c'est un peu une barrière, en fait, dans la lecture qui la rend encore plus compliquée et désagréable. Donc, D'accord, merci Denise. Voilà, désolé, c'est très long. Non, au contraire, c'est très intéressant. C'est surprenant, donc c'est toujours très intéressant quand ça sort des sentiers battus, donc merci. Isabelle? Oui, c'est encore moi. J'ai une petite question. Alors, c'est par rapport à ce qu'on a fait et par rapport à ce qu'on a pu nous en dire. Est-ce que vous pensez que le fait d'avoir 2 langues maternelles vous fait traduire et vous fait écrire différemment? Est-ce que vous pensez dans les 2 langues, même quand vous écrivez dans une, et est-ce que vous traduisez en ayant, je sais pas, des sonorités, des choses qui pourraient vous... Alors après, c'est peut-être très difficile en étant dedans de pouvoir être... Non, pas vraiment, parce que en fait, je suis bilingue de naissance, mais il y a quand même une hiérarchie, en fait, dans les langues. J'ai toujours été nettement plus francophone que lusophone. Donc déjà, voilà, et c'est pas un hasard, c'est pas un hasard si je le traduis du portugais vers le français et de l'anglais vers le français. On traduit toujours vers la langue dans laquelle on est le plus à l'aise ou la plus à l'aise. En revanche, alors c'est peut-être pas, mais après c'est des histoires personnelles, c'est peut-être pas tant une question de bilinguisme que la question de l'ouverture à une autre approche de la langue que m'apporte le portugais. Parce que le portugais est une langue romane qui est aussi complexe, si ce n'est plus encore que le français, étonnamment, mais qui, contrairement à nous autres francophones, elle est sans chichi, en fait. Elle est très, très poreuse à toutes les influences des anciennes colonies portugaises, que ce soit le Brésil ou les colonies africaines. Elle est très ouverte au néologisme. Elle est beaucoup plus joueuse, en fait. Elle est beaucoup moins cadenassée que le français, qui a ces siècles et ces siècles d'académie française et de correction de la langue et de bon goût littéraire, etc. Donc, c'est peut-être plus ça qui m'a influencé que la langue en elle-même, en fait. C'est vraiment l'approche de... Alors, en fait, c'est un peu ma question parce que dans Hakim, on a vraiment l'impression que la structure du langage est très joueuse, justement. Il y a un côté très joueur. Et du coup, alors c'est amusant que vous ayez utilisé ce mot parce que je trouve que pour le coup, ça pourrait tout à fait coller avec ça et ça donne une espèce de rebondissement un peu différent qu'un français n'aurait pur et unilingue n'aurait peut-être pas. Alors ça, je ne sais pas. J'irai pas jusque-là. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce ton-là que vous avez senti, dans mon cas, ça vient, je crois, en grande partie de ça, parce que j'aime bien rigoler aussi. Enfin, c'est pas peut-être, moi je mettrais mes 2 mains au feu qu'il y a forcément un francophone ou une francophone qui est peut-être encore plus joueuse et s'amuse encore plus
avec la langue française. Mais ça serait pour d'autres raisons personnelles. Peut-être justement le fait de grandir dans un carcan un petit peu trop serré peut pousser à totalement l'inverse. En tout cas, pour moi, je crois que c'est ça. On va peut-être aussi parler de votre rencontre à tous les trois. Claire et Estelle, comment avez-vous découvert Diniz? Pourquoi lui avoir fait confiance et pourquoi avoir décidé de publier Hakim? Pourquoi? Pourquoi ça? C'est la question qu'elles se posent toutes les deux encore. La rencontre remonte à bien longtemps avant Hakim, mais je pense que Estelle pourra peut-être plus le raconter. Je pense que c'est via des amis communs que vous avez, non? On a une amie très chère commune avec Diniz qui, au départ, m'a vanté ses mérites de traducteur, mais aussi de lecteur du portugais qui nous manquait cruellement au début de la maison. On avait beaucoup de manuscrits à faire lire en portugais. Cet ami m'ayant chaudement recommandé Diniz, nous nous sommes rencontrés. Et puis, un mauvais manuscrit en entraînant un autre, on a fini par le découvrir ensemble. C'est vrai que j'oubliais les mauvais manuscrits avant Eddie Augusto. On n'en parle jamais. Justement. À la base, c'était une relation de pur traducteur ou lecteur extérieur à éditrice, bien avant qu'on découvre Diniz auteur. Et alors sur le texte en lui-même, quand vous l'avez découvert, est-ce que ça vous a frappé, ça vous a pris directement aux tripes? Alors, en plus, Diniz n'avait absolument rien dit de ce texte avant de l'envoyer, donc ça a été une lecture très brute, sans aucune discussion autour. Et personnellement, je l'ai lu, je ne sais pas, en 2 traites, c'est-à-dire que j'ai été happée tout de suite. J'ai été prise dans le flow tout de suite, et ça a fonctionné pleinement chez moi. C'est ce qu'on appelle un coup de cœur dans le jargon, et même en dehors du jargon, en fait. La langue m'a attrapée complètement. Stéphanie, c'est à toi. Oui, bonsoir Denise et bonsoir à tous. Alors, moi, je n'ai pas lu votre roman et je voudrais juste savoir en fait comment vous le présenteriez, quelles sont ces thématiques, enfin, quel est le sujet et quel est l'enjeu. J'aime bien savoir toujours quel est l'enjeu d'un auteur quand il écrit une œuvre. Donc, quel était le vôtre, par exemple? Ça serait plutôt le travail de mes éditrices Oh chéries. non, mais, mon but, en tout cas, moi, je peux parler de mon but avec cette histoire. Déjà, ça part de quelque chose qui m'est arrivé. Je raccompagnais un membre de ma famille à l'aéroport et sur le trajet de retour en RER, il y a un monsieur apparemment très sympathique qui s'est retourné plusieurs fois vers moi en me disant c'est à vous le sac là sur le strapontin, je sais pas, quelqu'un l'a oublié. Et moi j'étais genre non, c'est pas moi. Bon, voilà. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte, j'ai finalement compris son insistance parce qu'il insistait, il y revenait en disant oui, il faudrait peut-être prévenir quelqu'un, etc. Dans ma tête, je me disais écoute, prends tout en main mon garçon et préviens quoi. Voilà. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte de ce qui l'embêtait. Et ce monsieur est vraiment un monsieur auquel on aurait donné le bon Dieu sans confession. Vraiment un gentil, le genre de gens dont la gentillesse se lit sur le visage. Seulement, il avait une barbe un peu trop longue et il avait l'air un peu trop musulman, entre guillemets. Et donc, je lui ai tapoté sur l'épaule en lui disant vous inquiétez pas, monsieur, arrivé à Gare du Nord, je tape en sprint, je vais voir le conducteur de la rame et je le préviens. Et lui, avec un sourire désolé, qui m'a répondu oui, parce que moi, avec ma tête, voilà. Et ça m'a brisé le cœur de savoir que quelqu'un qui était bien meilleur citoyen que moi se retenait de faire son devoir parce qu'il avait la tête qu'il avait. Et voilà, ça a été le début de ça. Et mon but, si but il y avait, autre que se faire plaisir, c'était justement donner la voix à ce personnage-là en imaginant qu'il soit tombé sur quelqu'un qui se serait arrêté au simple constat du bah oui, un sac, voilà, débrouillez-vous. Voilà. Et puis, je ne vais pas faire de la retape bon marché non plus.
peut dire que oui, ça résonne peut-être avec l'actualité franco-française actuelle, mais en vérité, ça résonnait déjà avec l'actualité il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans sans doute, et, et je le regrette, mais il y a quand même de fortes probabilités que ça continue à résonner, ce genre de sentiment que certains citoyens peuvent avoir de se sentir citoyen de deuxième zone, et, et cette impression de jamais avoir voix au chapitre. Donc voilà, c'était essentiellement ça. Du coup, je vais peut-être enchaîner sur l'intrigue. Je vois que c'est très joui. Donc en fait, effectivement, oui, ça c'était l'enjeu. Mais le roman, en l'occurrence, on est dans la tête de Hakim, donc qui donne son nom au roman. Hakim, qui, comme l'a fait Diniz il y a quelques années, accompagne quelqu'un de sa famille à l'aéroport. Là, en l'occurrence, lui, il accompagne sa femme et ses enfants. Ils partent en vacances. Hakim, lui, il va rentrer à la maison. Il va rentrer à la maison seul. Pourquoi? Parce qu'il va travailler sur son grand projet. Il a un grand projet. Son grand projet, c'est une bande dessinée. Il est graphiste et indépendant depuis quelques années, et vraiment, ce qu'il a envie de faire, c'est monter son projet de bande dessinée et bosser avec un éditeur. Pour ça, il a besoin de calme. Donc, la famille est partie au bled, très bien. Hakim rentre chez lui, tranquille, et là, dans le RER, arrive ce que Diniz vient de raconter, un sac. Avec un type qui est juste, je ne sais pas qui il est, le sac, je m'en fous. Donc, Diniz, un peu parano, qui a toutes les raisons de l'être en plus, commence à se faire un... Diniz, non, Hakim, pardon, je vous confonds, c'est... Tu es beaucoup moins paranoïaque que Hakim. Hakim, lui, commence à partir dans une crise de paranoïa. Et arrivé à Gare du Nord, il va pour faire ce que Diniz a raconté, c'est-à-dire courir jusqu'au conducteur pour lui expliquer il y a un sac abandonné dans le train, voilà, je vous dis juste. Et puis en fait, je sais pas, il voit quelque chose dans le regard du conducteur, il y a un truc qui ne va pas, il prend peur, il s'enfuit. Il court en dehors de la station, et là commence une espèce de course-poursuite de Hakim contre lui-même, en fait, où il fuit parce qu'il est persuadé que la police le recherche, que c'était vraiment une bombe, que la bombe a explosé. Et en fait, on va rester dans sa tête pendant 200 pages et le suivre dans Paris, puis dans toute l'Île-de-France, qu'il va traverser tout au long du roman, dans ce trip paranoïaque, où il va beaucoup parler au lecteur, en fait, raconter qui il est, quel est son passé, quelle est son histoire, comment il a grandi en tant que fils d'immigré, donc français de première génération. Et effectivement, on épouse comme ça toute une époque, en fait, on va dire les 20 premières années du XXe siècle, dans la peau de ce type, en fait, qui n'a en fait rien à se reprocher et qui est persuadé quand même qu'on va tout lui mettre sur le dos. Jean-Marc? Oui, deux questions, et c'est bien qu'on vienne effectivement sur le fond du livre. Alors, je dis toute la petite question sur la forme au passage pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure. Et moi, je voulais juste parler avec peut-être les éditrices ou vous, Diniz, des gras, des polices graissées, là encore qui ne m'ont pas gêné. Mais en revanche, je me suis demandé, quand il y a PFFFFF et qu'il y a un gras sur les 2 premiers F et pas les suivants, là j'ai mis au moins un quart d'heure, 20 minutes en essayant de chercher le message. Plus sérieusement, voilà, jusqu'où vous êtes allé pour faire cela, ou est-ce que vous êtes tout simplement amusé? Et j'imagine que vos éditrices, elles ont dû s'amuser aussi. Je passe sur ce côté fond, mais c'est vrai que les gras sont très très présents. Ça fait aussi partie, comme les bulles de bande dessinée, comme d'autres choses, des changements de police aussi dans le livre, de l'ensemble. Hein. C'est un ensemble, c'est un tout. Et puis sur le fond, effectivement, moi, ce qui m'a marqué, j'ai vraiment eu l'impression d'un grand cri ininterrompu dans cette balade, c'est-à-dire que vous déversiez effectivement, enfin en tout cas pas vous, mais Hakim, il déverse des années et des années de non-dits, d'incompréhension, lui qui a essayé de se ranger, d'avoir sa petite vie tranquille, et puis d'un seul coup, pour un trajet en RER et un sac, tout se déverse, il se remet complètement en question. Et puis peut-être jusqu'à cette rencontre avec cet incroyable personnage qui est Keus. Peut-être que vous pouvez nous en parler, parce que celui-là, il fallait l'inventer justement, mais c'est la confrontation de 2 chemins différents et qui finalement, à un moment donné, vont se retrouvent. Et puis, je ne sais pas ce qu'il faut en conclure, mais
ils ont eu des chemins de vie tellement différents, ils se retrouvent quasiment au même endroit et presque dans la même galère à un moment donné. Alors, sur les caractères, mais après, ça rejoint un peu l'oralité d'Hakim, en fait. Et c'est vrai que c'est plus compliqué dans le domaine francophone parce qu'on a une langue écrite qui est régie par des règles qui ont tout à voir avec l'écriture, et peu à voir avec l'oralité. Et Hakim, je l'ai écrit vraiment comme une partition, en me disant, voilà, en ayant à cœur de multiplier ce genre d'indicateurs comme des didascalies dans une pièce de théâtre, pour indiquer aux metteurs en scène ou aux comédiens quelles intentions, quel ton, quelle situation, etc. Et vraiment, oui, c'était vraiment très, très présent. Et ça peut paraître assez gratuit, c'est vrai, de mettre sur une série de fous qui symbolisent une expiration, de commencer par des capes en gras, etc. Mais ça donne une autre intensité qui peut être interprétée de façon hyper différente selon les lecteurs et les lectrices. Mais en tout cas, montrer ça, parce que voilà, très peu de choses sont indiquées en fait dans la langue française littéraire classique, on va dire. Euh, même sur les virgules, en fait. C'est vrai que souvent, en français écrit, la virgule, elle fait sens logique, elle fait sens d'articulation. Personnellement, même sur les autres choses que j'ai pu écrire, ça a toujours été une notion de rythme. Ça amène un rythme, en fait. La fonction logique de la virgule, je la comprends, je la saisis parfaitement, mais elle ne me dit absolument rien, en fait. Le fait de mettre une virgule, de ne jamais mettre une virgule avant un « et », tout ce genre de règles un petit peu ésotériques, voilà. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Je n'accorde pas trop de valeur à ça en soi, en fait. Après, oui, c'est un cri, et j'ai oublié la fin. Qu'est-ce que vous disiez vers la fin? Je suis désolé. Sur les relations avec Ross. Ouais, bah Ross, Ross je pense qu'il fallait l'inventer. Il fallait l'inventer surtout pour soulager un petit peu l'auteur et les lecteurs et les lectrices, pour avoir une sorte de comic relief, comme ils disent les Anglais, un petit peu de soulagement comique vers la fin, histoire que ce soit pas complètement désespérant. Et la figure du Lascar, écoutez, des cinglés comme ça a toujours existé dans toutes les cultures, dans tous les milieux, du bandit brutal, mais pas complètement mauvais, pas très très malin, mais qui peut surprendre aussi parfois par certains points de vue, étonnamment intelligent. Et ça m'amusait. Et puis voilà, de confronter les deux, en fait, de confronter le bon citoyen, père de famille, pas très sûr de lui, et le gros voyou, de tomber quitte à tomber dans la surenchère, mais là encore, la surenchère, il y a des choses qui sont tellement, tellement plus hallucinantes dans la vraie vie que pourquoi pas, en fait. Voilà. Sur cette question de soulagement comique, on va dire, de comic relief, je vais juste dire parce que c'est lié, en fait, dans la question. Je trouve que le fond est quand même assez grave dans Hakim, par rapport à l'anecdote qu'on a racontée, et à ce personnage et au passé de ce personnage. Et effectivement, le fait qu'il y ait quand même un côté ludique à la fois dans la forme, parce que voilà, Denis s'est beaucoup amusé, moi je me suis beaucoup amusée aussi, faire des filaires de BD, jouer sur le gras, jouer sur la mise en page, voilà, c'est aussi une façon de mettre un peu une distance un peu humoristique. Et aussi distance humoristique du coup avec ce personnage de Russ qui arrive à la fin et qui est quand même une sacrée bouffée d'air, hein. On rit beaucoup avec ce personnage-là. Ça permet, je trouve, d'équilibrer tout à fait le roman, et du coup on n'est pas dans la charge du début à la fin, on a ces respirations, et c'est ce qui fait aussi que le roman, moi depuis ma première lecture, on l'a trouvé aussi difficile à lâcher avec Estelle, c'est son côté parfaitement équilibré. Sandra?
Oui, Denise, dans ce roman, vous vous attaquez quand même à beaucoup de préjugés. C'est assez fort hein, de ce point de vue-là. Et finalement très courageux aussi. Je voulais savoir un petit peu comment vous aviez en fait travaillé à articuler en fait tous les discours. C'est un petit peu compliqué hein, comme question, mais tous les discours d'Hakim qui sont quand même beaucoup de digressions. Mais comment dans l'écriture vous avez réussi finalement à articuler tout ça et finalement à vous attaquer à tous les sujets que vous souhaitiez finalement aborder dans ce roman? Alors, je crois qu'il y en a deux, trois qui sont passés à la trappe, justement parce que ça cadrait pas, ou ça cadrait mal. Euh, Il y a même il y a deux, trois passages où justement Estelle et Claire m'ont clairement dit là, peut-être on pourrait supprimer. Et on a eu des discussions où moi je tenais vraiment à garder la thématique, mais à force qu'elle revienne à la charge, j'ai fini par comprendre que oui, c'était peut-être un peu trop long, etc. Et j'ai consenti. Et on a gardé plein de trucs aussi. Non, Fais pas genre, on t'a martyrisé. C'est ce que j'allais dire. Et j'ai consenti à retirer 3 lignes. Voilà. C'est la vérité. Mais il y a toujours une forme de malhonnêteté à parler du travail de construction 1 an ou 6 mois après le travail. Je crois que fondamentalement, il y a un truc qui est très simple. Alors c'est très prenant d'écrire de façon aussi ancrée dans le point de vue d'un personnage. Vraiment pour moi, ça a été vraiment très prenant, voire parfois pesant. En revanche, quand justement on est dans le flot de conscience, quand on est dans le style direct comme ça, le personnage finit par avoir sa petite vie et il dit un peu ce qu'il veut. Et moi, en tout cas, j'avais qu'à rajouter une petite pincée de vécu personnel ou alors d'histoires que des amis ou des connaissances ont pu me raconter, etc. Et ça s'est pas trop mal goupillé en fait. Et surtout, je ne me posais pas la question de savoir si on pouvait rogner sur ci ou cela, est-ce qu'on pouvait rajouter un truc. Il y a une, en tout cas pour ce bouquin, avec ce ton-là, il y a vraiment eu c'est vite devenu organique en fait. Ça a vite eu sa propre vie et moi j'avais qu'à nourrir la bête et voilà, et tenir le crachoir à Hakim et ça se passait très bien comme ça en fait. Et avec toujours ce mélange de fiction, vécu et vécu des autres, mais le mien aussi, voilà. Ressenti. Stéphanie? Oui, alors, comme je n'ai pas lu votre roman, mais que j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même une langue particulière, je voulais savoir quel rapport vous entreteniez avec vos personnages, enfin, quels étaient les points communs avec eux, parce que déjà, vous ne vous exprimez pas du tout comme eux. Vraiment. Et donc, Ça dépend des heures et des circonstances. Des lieux peut-être aussi. Mais, qu'est-ce que vous avez mis de vous, en fait, dans ces personnages? Enfin, est-ce qu'il y a des choses de vous déjà, ou bien de vos proches? Enfin, comment vous avez travaillé pour rendre les personnages authentiques aussi bien dans leur existence psychologique que dans leur façon de s'exprimer? Et je rajouterais, Denise, est-ce que vous vous sentez, quand vous êtes dans la rue par exemple, est-ce que vous vous sentez Hakim de temps en temps? Est-ce que vous vous identifiez réellement parfois à ce personnage-là? Jamais, jamais. Je m'identifie parce que là, c'est un cas quand même très particulier, le vécu de citoyen français de confession musulmane. Je suis toujours apparenté à ces personnes quand j'entendais aux infos des trucs atroces qui arrivaient à un de ses représentants. Quand des amis à moi qui sont musulmans ou des connaissances à moi qui sont musulmanes me racontaient des trucs ou à qui il arrivait des choses
je pouvais constater, en fait, des choses auxquelles j'ai pu assister. Ouais, là, il y a toujours eu une empathie, mais après, c'est pas plus avec les musulmans qu'avec des amis juifs que j'ai pu avoir. J'ai eu beaucoup de mal avec cette forme d'intolérance, en fait. Racisme, on va dire, pour dire les choses clairement. Et la première partie de la question, c'est... Ah, désolé. Et c'était sur le ton, c'est ça? Les relations avec le personnage. Ouais. Enfin, c'est hyper dur. Je ne vais pas vous faire tout le livre à vous dire, alors ça c'est mon avis, ça c'est mon vécu, ça c'est le vécu de tel et tel. C'est très panaché, mais après c'est pas des... Ça tape dans des vécus qui sont communs à énormément de personnes. Sans doute vous retrouvez à une ou deux occasions. C'est la vie en France, en fait. C'est pas très campagnard, mais toute personne qui a au moins vécu quelques années dans une grande agglomération, à plus juste titre Paris ou la région parisienne, je pense comprend ce dont je parle. Et puis après, c'est pas... Ouais, voilà, c'est pas... Après, c'est vrai que j'ai pas cette peur au ventre. J'ai jamais eu cette peur au ventre. Qu'Hakim a. J'ai jamais eu, du point de vue des autorités et de mon droit de cité en France, j'ai jamais eu de complexe, j'ai jamais eu de crainte, mais après je suis pas musulman, je suis pas spécialement typé comme certaines personnes peuvent le dire, quoique. Donc peut-être que mon prénom et mon nom de famille m'ont nui à une ou deux occasions dans ma vie, mais voilà. C'est ce qui est encore plus fort, justement, de le retranscrire aussi bien dans un roman. En principe, c'est plutôt l'inverse. On s'identifie plus facilement et évidemment, la littérature se fie à cela. Mais en tout cas, là, bravo, parce qu'on s'y croirait terriblement. Donc, c'est quand même un tour de force, je trouve, que vous avez réussi à faire en vous identifiant à ce personnage aussi fortement. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut faire une petite lecture? Un petit extrait. Donc, apparemment, Claire nous a vendu la chose de façon brillante. La pression. Donc, tout le monde va être déçu. Il lit très bien et apparemment, il s'est entraîné toute la journée, m'a-t-on dit. Donc... J'ai fini des enregistrements, ouais, parce que c'était un projet où j'avais mis carte sur table avec Claire et Estelle dès le départ. Je leur avais dit j'aimerais beaucoup faire une version lue de tout le bouquin. Et elles avaient dit OK, pas de souci. Et en fait, j'ai pu finir les prises de son aujourd'hui dans les bureaux d'asphalte dans lesquels je me trouve encore, parce qu'elles m'ont enfermé. C'est plus pratique. Et donc voilà. C'est une petite histoire comme il y en a d'autres. Je suis désolé, mais je vais lire vite, mais ça prend plus d'une page et demie. Alors, donc c'est Hakim qui s'exprime. Et il est chez son ami Russ, qui est un mauvais garçon. Autant à l'époque, ça avait tout de la pire soirée du mois. Autant avec le recul, c'était une des plus marrantes. Peut-être pas la plus cinglée, mais dans le top 50 des plus rigolotes. J'avais accompagné Ross pour une livraison à domicile, une espèce d'hôtel particulier ou je sais plus quoi. Peut-être pas toute une maison, mais l'appart était tellement gigantesque et sentait tellement le pognon que ça revenait au même. Papa et maman en vacances, à Megève ou aux Maldives, et Hubert Tanguy qui se retrouve dans 60 000 m² au cœur de Paname pour lui tout seul. Déjà, cette sale petite merde, il fait bien gaffe de pas appeler Ross le soir de la grosse soirée qu'il prépare. Bon, remarque, peut se comprendre. L'erreur, c'est de lui avoir dit en face. Ouais, je préfère faire les provisions la veille, c'est plus pratique pour la logistique. Et là-dessus, cette asperge à perruque qui rit, mais putain, rien que son rire, c'était un crime social. Le même rire que les inconnus dans leur sketch, là, Isabelle a les yeux bleus. Le même. Déjà à ce moment, Ross commençait à tiquer méchamment. Grand con n'avait pas capté, il voyait rien de façon, avec sa putain de frange de rocker du 16e, mais Ross avait ce coin de sa bouche crispé, signe que c'est en train de tourner sérieusement à l'orage, et qu'à moins de désamorcer en vitesse, ça va exploser au pire moment et de la pire façon. Les deux font la transac, et l'élite de la nation nous invite à nous poser 5 minutes.
Ah, je me dis. Bien vu. C'est peut-être un gros nanti, mais au moins il a du savoir-vivre. On se pose donc, et on attend qu'il ait fini de rouler un 4 feuilles avec le pollen qu'il vient d'acheter à Ross. Il allume, avale une taf. Putain, il est toujours aussi chamaf ton laine peau. Puis une deuxième taf, puis une troisième. On est déjà à la moitié que je lui fais comme ça sur le temps de la rigolade. Hé, tu nous en laisses quand même, hein? Et il fait une de ses têtes, vraiment sincèrement surpris, le con. Les gars, je suis désolé, hein, ma meuf m'a refilé la mononucléose, tu vois, hein, la maladie du baiser. Faut vraiment mieux pas que vous tiriez dessus, vous pourriez trop la choper, puis c'est une galère. Hein. Je vous raconte pas, trop le bad. Et rebelote avec son rire de phoque soupçonneux. Je continue à croire que c'était pas de la provoque de la part du balai à chiottes humain. Le mec était tout simplement con comme ses pieds, il mesurait pas du tout les conséquences de ses actes. Et à ce moment, Ross aurait cligné un peu trop fort des yeux, il l'aurait déchiré du regard. Mais vous pouvez méfier, hein, Mikasa et Stukasa, tu vois, je veux dire. Ross laisse passer la fausse imitation Kaira, tend la main vers la barrette, et le client qui lui fait. C'est vraiment pas par manque d'hospitalité, mais je l'ai touchée avec mes mains. Elle est sûrement pleine de germes, je suis trop confus, quoi. Ross a les narines comme des roues de bus, il souffle un bon gros coup, prend sur lui pour des raisons commerciales évidentes, sort sa salve et commence à nous faire un bédo. Hugues-Henri Marie capte même pas. Il est déjà complètement foncé, mais Ross a les doigts qui tremblent tellement ça le démange. Il est en train de coller quand l'autre Lavas nous fait, sûrement pour détendre l'atmosphère, vraiment bien chargé à ce moment-là. Je vais mettre un peu de Zikmul et referai. C'est dur à croire, mais à l'époque, c'était vraiment comme ça que les fils à papa causaient quand ils voulaient se la jouer amis du ghetto. Maintenant, c'est du rail en guise de ponctuation. Ça pique toujours autant. Bref, le grand machin à frange, il avait une bibliothèque entière remplie de CD, 2 mètres sur 2 mètres. Il aurait pu taper dans n'importe quoi, ça aurait été. Merde, même du chant grégorien, Ross aurait laissé passer. Mais non, il fallait qu'il mette un best-of de Bob Marley. Ross avait le bédo aux lèvres, il approchait la flamme du bout et les 5 premières notes d'orgue de No Woman No Cry ont résonné sous le plafond à moulure à en faire trembler le lustre en cristal. Vas-y, éteins ça. De quoi? Éteins ça tout de suite. J'entends pas, le son est trop fort. Je te dis, éteins cette merde tout de suite. Mais comment je te comprends trop, hein. Elle est tellement trop commerciale, celle-là. Wesh, cousin, check plutôt ça. Ce con change de piste et non seulement il met Get Up, Stand Up, mais en plus de ça, cette espèce de suicidaire professionnel se met à chanter dessus. Get up, stand up, get up for your right, get up, stand up, don't give up. Ross s'est jeté sur lui, l'a attrapé par son col en V, l'a renvoyé en vol plané contre la hi-fi de papa-maman. Sous l'impact, la chaîne est béton pleine face sur le parquet, la moitié décédée en plein sur la tronche à Jean-Maximilien Valéry, mais Ross en avait pas fini. N'a même pas cherché à relever l'autre tocard, s'est mis à lui enchaîner gauche sur droite, sur gauche, sur droite, des putains de crochets à pleine puissance, bédo pas allumé toujours aux lèvres. Bon, c'est pas glorieux, mais moi, pendant cette scène, j'avais mal aux abdos tellement je rigolais. Au bout d'un moment, j'ai réussi à reprendre ma respiration, j'ai essayé d'écarter Ross du pauvre mec roulé en boule dans son propre salon qu'il suppliait d'arrêter. Ross voulait rien entendre. L'a remis sur pied en déchirant son t-shirt et l'a traîné jusqu'à la fenêtre. Là, le type, il pleurait, pas qu'à moitié. Ross a ouvert la fenêtre et je ne me serais pas interposé pour de vrai, l'héritier aurait fini la gueule dans le caniveau 3 étages en dessous. Ross lui a bien fait comprendre de ne pas chercher à le balancer parce que lui aussi, il n'aurait aucun mal à poucave un petit ox qui claquait son argent de poche en bédo et en coke et même à s'occuper personnellement de son cas si la flicaille s'en chargeait pas. On l'a laissé là, démoli, pour aller prendre le trône. Écroulé de rire pendant tout le trajet. Voilà. Bravo. Claire ne nous l'avait pas survendu. En effet, bravo Claire, vous avez dîné parce que là, on tient peut-être une des plus belles lectures qu'on ait eues ici, ça c'est évident. C'est gentil, merci. On avait l'impression d'avoir une voix off dans un film en fait. Vous avez véritablement la voix d'une voix off. C'est impressionnant, bravo. C'est clairement, c'est le roman quoi. C'est exactement ça. Céline disait tout à l'heure qu'elle avait écouté le roman quasiment. Elle n'avait pas forcément lu, elle l'avait quasiment écouté parce que c'est véritablement ça, on vous entend. Alors j'aurais adoré par contre vous recevoir avant d'avoir lu le livre, justement parce que j'aurais eu votre voix dans la tête et c'est véritablement ça. Donc, mais c'est pas plus mal que chacun ait la sienne. C'est ça le problème, c'est que moi ça me fait énormément plaisir de lire, mais
c'est quand même un exercice un peu égocentré et qui va un peu à l'encontre de... Même sur les autres bouquins que j'ai pu écrire, en fait, j'aime bien laisser la part à la lectrice et au lecteur. Et pour ce personnage dans ce roman, je crois que c'est, en tout cas pour moi, c'est vraiment très très important que la lectrice, le lecteur, qui que ce soit, quelles que soient ses origines, quel que soit le milieu social dans lequel il est né ou évolue, reprenne la voix d'Hakim à son compte, en fait. Que sa voix, parce que c'est ça qui se passe dans la lecture, la voix des personnages, la voix du narrateur devient un peu la nôtre, à nous, lecteurs, lectrices. Et je crois que là, c'est quelque chose qui a beaucoup d'importance sur ce projet-là pour nous, en fait. En général, mais plus particulièrement là-dessus. Cela étant, je préférais avoir votre voix pour lire ce livre. Soyons honnêtes. On va peut-être faire une petite photo avant de nous quitter. On a pour habitude de faire une photo de groupe. Donc voilà, sortez les livres, ceux qui les ont. Super. 3, 2, 1. Top, merci. Et Claire, est-ce qu'on peut parler peut-être notamment de Demain la brume et de la prochaine sortie qui va paraître? Alors, Demain la brume, c'était notre titre de la rentrée. Il est sorti en septembre, juste avant Hakim. C'est un roman, un très beau roman sur les années 80. C'est le 3e roman de Timothée de Meillet, dont on avait déjà publié le premier roman, Prague Faubourg Est, et le 2e, Jusqu'à la bête. Dans Demain la brume, il nous parle des années 90, il nous parle de jeunesse, il nous parle du conflit en Yougoslavie, il nous parle de jeunes à Nevers qui cherchent l'engagement, qui cherchent un autre sens à la vie, qui aspirent à la rébellion. Et en fait, il nous parle de 6 trajectoires de jeunes qui vont finir par se rencontrer sur un champ de bataille à Vukovar. C'est un roman choral, donc on a vraiment les voix de ces différents personnages qui s'enchaînent et qui dessinent l'histoire au fur et à mesure. Timothée, c'est le premier auteur français qu'on a publié en 2014. Donc forcément, il y a une place un peu particulière dans notre cœur. C'est grâce à lui qu'on a commencé à publier des auteurs français. Et sa spécificité, c'est qu'à chaque roman, on sent qu'il franchit un cap supplémentaire. Là, dans Demain la brume, il est vraiment à son meilleur. C'est magnifique. Le prochain roman, ce sera lundi. Lundi, qu'est-ce que je raconte? Non, c'est pas lundi, c'est en janvier. Pour la rentrée de janvier, ce sera La ville des impasses d'Aymen Garbi, dont nous avons publié Magma Tunis il y a 2 ans. La ville des impasses, ça se passe dans le futur. C'est une ville nouvelle qui est construite dans la forêt des Landes, qui a été construite par un architecte écolo complètement mégalo, qui en a fait une espèce de dictature éclairée verte. Et on va suivre l'itinéraire d'une tueuse à gages qui a été envoyée pour l'assassiner afin de pouvoir mettre fin à son projet fou de ville nouvelle. Voilà. Pour les prochaines sorties, ça va être ça. Voilà, et on en avait parlé avec Estelle. On recevra, j'espère, bientôt Timothée dans une rencontre Variant les éditions. C'est formidable. Avec grand plaisir. Ouais. Voilà, comme ça, on aura eu les 2 auteurs fin 2020 Asphalt, avec grand plaisir. Voilà. Denise, on vous libère. Claire également. Je sais que le couvre-feu arrive. Merci d'avoir. Sinon, tu peux rester dormir au bureau, hein, Denise, c'est aucun problème. Il y a un sac de couchage sous le bureau d'Estelle, si tu veux. Non, il n'est pas trop d'accord. Menteuse. Alors, merci à tous les 2, à tous les 3 et à Estelle également d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous toutes et tous. Avec plaisir. Merci à tous. Et Denise, on parlera de votre roman, bien sûr, sur les réseaux rapidement. Notamment, on aura encore cette lecture à voix haute dans la tête, clairement, au moment d'écrire nos chroniques sur vos livres. Soyez-en sûrs. Merci beaucoup. Un grand merci. Bonne soirée à tous. À très bientôt. Merci. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir. Bonne soirée à tous. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée.